toutes favorisent la sécrétion de chlore et par voie de conséquence favorisent la sécrétion de sodium par la muqueuse intestinale, alors que certaines autres amines, elles vont favoriser l'absorption. Par exemple, l'adrénaline ou la noradrénaline. Et on retrouve ici, dans une certaine mesure, l'opposition d'effets qu'on avait décrit déjà un certain nombre de reprises entre les fonctions du système parasympathique et les fonctions du système sympathique. Le système sympathique, ici, il a clairement un rôle de stimulation de l'absorption, alors que le parasympathique, en tout cas par ses fibres cholinergiques, il a un rôle de stimulation de l'absorption. Des purines, comme l'ATP ou l'adénosine, vont favoriser la sécrétion. Certains peptides, comme le VIP, comme l'endothéline, favorisent la sécrétion. D'autres peptides s'y opposent, par exemple la substance P, la somatostatine, le neuropeptide Y. Les opioïdes, ça fait des centaines d'années qu'on a observé et qu'on utilise en thérapeutique le fait que les dérivés de l'opium ont un effet positif sur le traitement des diarrhées. Et pendant presque tout ce temps-là, on a pensé que les effets bénéfiques de l'opium et de ses dérivés sur les diarrhées, c'était dû aux effets que ça avait sur la motricité du côlon. Et effectivement, ça diminue la motricité du côlon. Mais la réalité, ce n'est pas celle-là. La réalité, c'est que vous pouvez supprimer la motricité d'un côlon. Si vous gardez un phénotype sécréteur massif, ça n'empêchera absolument pas le fait que le côlon n'est pas dans sa fonction et qu'il induit une diarrhée. Et en réalité, la raison pour laquelle les opiacés sont des traitements efficaces de la diarrhée, ce n'est pas tellement parce qu'ils agissent sur la motricité du côlon. La diarrhée, ce n'est pas un problème de motricité, c'est un problème de transport. C'est parce qu'ils agissent justement sur ce transport et qu'ils sont capables de diminuer la sécrétion et de favoriser l'absorption par la muqueuse intestinale. Le NO favorise la sécrétion, et puis évidemment, tout un tas de toxines. Par exemple, la plus célèbre d'entre elles, même si sous nos contrées, ce n'est pas la plus fréquente, la toxine colérique. Chez nous, c'est plus souvent des toxines de bactéries plus habituelles comme Escherichia coli, ou comme certains clostridiums, comme Clostridium difficile. Et puis, il manque quelque chose à cette liste. Qu'est-ce qui manque à la liste qui favorise la sécrétion? Ouais. Bah, le lactose, normalement, non. Chez certains, oui. Bah, il manque tous les laxatifs. Ces produits qui sont utilisés en général complètement en dehors d'une quelconque indication médicale, parce qu'il n'y a quasiment pas d'indication médicale à l'utilisation de laxatifs. Mais ils sont néanmoins utilisés de manière plus ou moins officielle. Et là encore, pendant des dizaines d'années, on a pensé que l'huile de ricin ou le séné était laxatif parce qu'il stimulait la motricité du côlon. Mais ce n'est pas par ce mécanisme-là qu'ils sont laxatifs. Ils sont laxatifs parce qu'ils vont agir sur l'épithélium intestinal et transformer cet épithélium du côlon d'un épithélium absorbeur en épithélium sécréteur. Alors on a commencé en disant, en situation normale, la quantité d'eau et d'électrolytes qui est réabsorbée dans l'intestin grêle est bien plus grande que la quantité d'eau et d'électrolytes qui est réabsorbée dans le côlon. C'est absolument vrai.
Et je vous avais donné l'exemple de ce qui sort de l'intestin grêle, ce qui est délivré en côlon en situation normale. Je vous avais donné l'exemple de 1500 millilitres. Ça peut être 2000 millilitres. Et quand on est dans cette configuration-là, sur un côlon qui est un côlon intègre qui fonctionne bien, il n'y a évidemment pas de diarrhée. On délivre 2 litres de liquide à un côlon qui contient des électrolytes. Il va faire face à ça sans absolument aucune difficulté. Donc il n'y a pas de diarrhée. Maintenant, imaginez une situation différente, au cours de laquelle l'intestin grêle est malade et sa capacité de réabsorber de l'eau et des électrolytes est diminuée. Et la conséquence est qu'au lieu de délivrer au côlon 2 litres par jour, il délivre plus de 5 litres par jour. Dans cet exemple-là, 5 litres 5. Et bien, dans ces conditions-là, le côlon, toujours s'il est intègre, évidemment, va être capable de donner toute sa dimension et de montrer de quoi il est capable. Enfin, on compte sur lui. Et effectivement, il est capable de beaucoup, puisque dans ces ordres de grandeur, il n'y aura toujours pas de diarrhée. Le côlon est capable de réabsorber 5 litres de fluide et les électrolytes qui vont avec, si on lui demande de le faire et s'il est intègre. Alors évidemment, lui aussi, il a des limites. Et si la pathologie d'amont s'aggrave et qu'au lieu de délivrer 5 litres et demi, on se met à délivrer 6 litres et demi, il y a un moment où on arrive à atteindre puis à dépasser la capacité maximale de réabsorption d'eau et d'électrolytes par le côlon, et fatalement, à ce moment-là, va apparaître une diarrhée. Ce que je veux dire par là, c'est que pour qu'elle entraîne une diarrhée, une maladie intestinale portant exclusivement sur le grêle doit être sévère, doit considérablement diminuer la capacité de réabsorber de l'épithélium du grêle, parce que derrière, il y a le côlon. En revanche, si le côlon, lui, est malade, alors que le grêle ne l'est pas, comme c'est le cas dans cet exemple-là, une quantité normale d'eau et d'électrolytes est délivrée au côlon, mais la capacité d'absorption du côlon est diminuée, et au lieu de pouvoir absorber 1900 millilitres, comme il le fait en situation normale, il est limité à 1400 millilitres par jour. Il n'y a plus rien derrière pour venir rattraper le coup, et les 600 millilitres qui n'ont pas été absorbés dans le côlon ne seront réabsorbés nulle part. Donc on voit l'apparition à ce moment-là d'une diarrhée, parce que le côlon est le dernier rempart contre ce type de manifestation. La diarrhée, c'est... on vous a défini ça en sémiologie? Oui, non? Quelle définition vous en a donné? Voilà. La diarrhée, c'est une définition quantitative. Ce n'est pas tellement une définition qualitative. Autrement dit, la consistance a relativement peu de choses à faire dans la définition. C'est réellement une définition quantitative. Et là, on est dans une situation incontestablement de diarrhée. Donc on va voir quelles sont les situations qui peuvent aboutir à ça. Mais je vous propose de le voir après une courte pause, comme d'habitude. Bon, allez, en piste pour la dernière étape. La conséquence, une des conséquences de ça, est que
Quand vous prenez la décision d'enlever le côlon de quelqu'un, vous le mettez dans une situation dans laquelle, fatalement, il a une diarrhée pour le restant de ses jours. Parce que ce qui va sortir de l'intestin grêle, ce sera toujours la même chose, de l'ordre de 1,5 litre à 2 litres par 24 heures, et qu'il n'y aura plus rien derrière pour récupérer de l'eau et des électrolytes. Donc c'est une décision qui peut être justifiée, mais c'est une décision qui, dans une certaine mesure, lourde de conséquences. Alors, quand on raisonne sur la pathogénie des diarrhées, on est obligé de revenir à ces considérations sur lesquelles on s'est déjà appesanti pendant assez longtemps, qui est que une partie des cellules qui composent cet épithélium sont des cellules qui sont là pour réabsorber de l'eau, du sodium, du chlore, etc., etc. Et que, de toute façon, il existe dans le même épithélium, mais situé à différents endroits, des cellules qui savent sécréter. Et elles ne savent faire que ça. Et normalement, on absorbe plus qu'on sécrète parce que ce qui active les cellules absorbeuses est plus puissant que ce qui active les cellules sécrétrices. Mais il est assez facile d'obtenir un phénotype inverse. Et l'intensité avec laquelle on peut obtenir un phénotype inverse est considérable. Autrement dit, ce qu'on a vu, c'est que, en situation normale, un épithélium intestinal peut absorber 9 litres d'eau et les électrolytes qui vont avec. Mais si je fais ce qu'il faut, je peux transformer cet épithélium en un épithélium qui va sécréter 12 litres d'eau et d'électrolytes par jour. Imaginez la conséquence qu'a une perte de 12 litres d'eau et d'électrolytes par jour chez quelqu'un dont le volume extracellulaire est de 14 litres. Pensez qu'on survit combien de temps? Pourquoi est-ce que le choléra tue? Pas parce que c'est une maladie qui est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas mourir du choléra? Il faut être capable de compenser les pertes d'eau et d'électrolytes pendant le temps où la toxine cholérique est présente dans le tube digestif. C'est pas très compliqué. C'est pas très cher. De l'eau et du sel. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Mais si on ne fait pas ça, il n'y a aucun moyen potentiellement de survivre à une telle modification du phénotype intestinal. Donc c'est extrêmement puissant comme mécanisme. Alors qu'est-ce qu'il y a comme acteur? Ben évidemment, il y a les cellules qui transportent. Et puis il y a tout ce qui va contrôler le phénotype de ces cellules qui transportent. Et les déterminants du phénotype, on peut les trouver, comme on va le voir, à différents endroits. On peut les trouver dans la lumière, on peut les trouver dans l'épithélium lui-même. Je vous rappelle que dans l'épithélium, et d'ailleurs à d'autres endroits dans la paroi intestinale, mais dans l'épithélium, il y a des cellules endocrines. Que ces cellules endocrines sont capables de sécréter des peptides, des amines, ce que vous voulez, des purines, dont on a vu qu'elles étaient capables d'influencer le phénotype absorbeur-sécréteur de l'épithélium dans son ensemble. On va trouver un système nerveux qui est propre à la paroi de l'intestin, dans lequel agissent des neuromédiateurs, dont certains stimulent la sécrétion alors que d'autres stimulent l'absorption, et dans lequel ces neuromédiateurs contrôlent aussi des activités sécrétoires, de glandes endocrines, de cellules endocrines qui sont réparties dans l'épithélium. Et puis enfin, quelque chose dont on n'a absolument pas parlé, mais d'autres s'en sont certainement chargés pour moi,
il y a des cellules immunes dans la paroi du tube digestif qui sont aussi capables de réagir